Madame, Monsieur, bonjour. Merci de nous rejoindre et bienvenue dans votre journal à la une de ce samedi. Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, quitte la ville de Bari en Italie après avoir participé aux travaux du sommet du G7. Une intense activité a marqué la participation du président de la République au sommet du G7. Abdelmadjid Tebboune a reçu et rencontré les dirigeants de plusieurs pays et responsables de haute instance internationale. Et les yeux du monde musulman sont braqués sur le mont de Arafat de Mina en direction du mont de Arafat, la miséricorde pour la Waqfa. En ce 9e jour de Dhul Hijjah, Et chez nous, au volet industrie, l'on parlera du géant de la métallurgie qui produit 2 millions de produits sidérurgiques par an, à savoir le complexe sidérurgique algéro-qatari de Bellara. Et l'on évoquera l'industrie automobile qui a relevé le défi en créant une fonderie pour la production de pièces détachées pour camions et remorques dans la wilaya de Msila. Voilà pour l'essentiel de l'actualité en titre. Merci pour votre attention. Tout d'abord, le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a quitté aujourd'hui la ville italienne de Bari après sa participation aux travaux du sommet du G7 qui s'est tenu à Bari en Italie. Rappelons que le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a participé à Bari en Italie au sommet du G7. La participation du président de la République à ce sommet est intervenue à l'invitation de la présidente du Conseil italien, Giorgia Meloni. Ce sommet a réuni plusieurs pays membres du G7, à savoir plusieurs pays. Le président de la République a rencontré en marge de sa participation au sommet du G7 et de ses travaux la présidente du Conseil italien, Giorgia Meloni. Et je le disais, le président de la République a pris part aux travaux du G7, au sommet du G7 en tant qu'invité d'honneur à l'invitation de la présidente du Conseil italien, Giorgia Meloni. Et en marge de sa participation aux travaux de ce même sommet, le G7, le président de la République, Tebboune Abdelmadjid, a rencontré le chef du gouvernement tunisien, Ahmed Hachani. Et toujours en marge de sa participation au G7, le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a reçu le président du Conseil européen, Charles Michel. Et hier, avant d'entamer les travaux du sommet du G7, le groupe des 7, qui s'est tenu à Bari en Italie, le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a eu des entretiens bilatéraux avec les dirigeants des principaux pays participant à ce sommet en Italie, comme les présidents des États-Unis d'Amérique, le Royaume-Uni, la France, le Japon, l'Allemagne, l'Italie et le Canada.
Et rappelons que le président de la République, Abdelmajid Tebboune, a participé donc au sommet, ou plutôt aux travaux du sommet à Bari, G7 à Bari en Italie. La participation du président de la République à ce sommet est intervenue à l'invitation de la présidente du Conseil italien, Giorgia Meloni. Ce sommet a réuni plusieurs pays membres du G7, à savoir les États-Unis d'Amérique, le Royaume-Uni, la France, le Japon, l'Allemagne, l'Italie, le Canada, ainsi qu'un certain nombre de chefs d'État. Le G7 a discuté donc plusieurs dossiers importants concernant la situation internationale actuelle. De son côté, le président de la République a prononcé un discours devant les dirigeants des pays participants, ainsi que le secrétaire général des Nations Unies et des responsables de plusieurs organisations et instances internationales, régionales et continentales. Le discours à travers lequel, prononcé par le président de la République, a abordé plusieurs questions et enjeux concernant le continent africain et la région de la Méditerranée, ainsi que la situation dans la bande de Gaza. Le président de la République a ensuite pris une photo souvenir avec les participants au sommet du G7, tenu, rappelons-le, au complexe touristique Borgo Egnazia à Bari, en Italie, qui a abrité les travaux du sommet du G7. Jour saint de l'islam, où les invocations sont exaucées et les angoisses apaisées, le jour de Arafat. Une occasion de clémence, de miséricorde et de pardon des péchés, offrant aux croyants du monde entier, du monde musulman, une opportunité précieuse de purification spirituelle et de renouveau intérieur. Ce sont là près de 2 millions de pèlerins qui se sont dirigés à l'aube de Mina vers le mont de Arafat, ou le mont de la clémence, où les regards de la Oumma musulmane sont braqués. Al-Samad Habbas, Rina Louari. Coïncident avec le 9e jour de Dhul Hijjah, Arafat est un jour béni où les invocations sont exaucées et les angoisses apaisées. Il est même recommandé de jeûner en vue d'obtenir l'expiation des péchés de l'année antérieure et de l'année à venir. C'est un jour où il est préférable de jeûner, d'invoquer Dieu et de pardonner les uns les autres, car c'est une occasion inouïe de résoudre les différends, qu'Allah accepte nos prières. Un jour comme Arafat est une occasion où il est important de s'unir, prier et d'invoquer Dieu. Nos prières s'adressent particulièrement à nos frères et sœurs en Palestine. En ce jour béni, je prie pour la libération du peuple palestinien. En plus de jeûner Arafat, il faut augmenter les actes de charité en prenant soin de ceux qui sont dans le besoin, de lire le Saint-Coran et d'effectuer des prières surérogatoires. Les 10 premiers jours de Dhul Hijjah sont particulièrement précieux et coïncident avec le jour de Arafat et le jour de l'Aïd. Il y a en premier lieu le jeûne pour ceux qui ne sont pas en pèlerinage. Selon le prophète, que le salut soit sur lui, jeûner le jour de Arafat expie le péché de l'année précédente et de l'année à venir. Il est également conseillé de multiplier les invocations, les prières, les takbir, le tahmid et le tahlil. Le prophète, que le salut soit sur lui, a dit « La meilleure des invocations est celle du jour de Arafat ». Le jour de Arafat est donc une excellente occasion pour se repentir sincèrement de ses péchés et de prendre la résolution de s'améliorer. Et dans le reste de l'actualité, au volet industrie, dans la wilaya de Djidjel, le complexe sidérurgique algéro-qatari de Bellara, d'un montant de 170 milliards de dinars, est un exemple de partenariat gagnant-gagnant. Ce géant de la métallurgie produit actuellement 2 millions de produits sidérurgiques par an, dont une partie est destinée à l'exportation. L'objectif est de doubler cette production d'ici 4 années. Reportage Amal Barba. D'un partenariat algéro-qatari, le complexe sidérurgique de Bellara dispose d'une capacité de production de 2,5 millions de tonnes par an. L'objectif est de doubler cette production. Situé à une quarantaine de kilomètres de Djidjel, le complexe sidérurgique de Bellara est entré en exploitation en 2021. Ce partenariat consistait à réaliser un complexe sidérurgique d'une capacité totale de 4 millions de tonnes en 2 phases. La première phase qui est déjà réalisée, c'est 2 millions de tonnes de capacité. Ce complexe a été conçu pour
satisfaire ces deux exigences qui sont la qualité et la préservation de l'environnement. S'étendant sur 216 hectares, ce complexe dispose de plusieurs unités, dont 3 laminoirs, 2 fours et une unité de réduction directe. Partant de ce complexe, misant sur l'une des technologies de pointe les plus performantes au monde. La DRI est la première étape de fabrication de rangs habitants dans les complexes sidérurgiques intégrés. Le rôle principal de l'unité est de produire un fer réduit de haute qualité avec une métallisation dépassant les 94% et un taux de carbone de 2,5%. Le produit fini sert comme matière première qui alimente les fours à arc électrique. C'est une technologie qui utilise le gaz naturel pour la réduction du minerai de fer et c'est une technologie, je dirais, parmi les meilleures au monde. Nous avons d'ailleurs concrétisé cette unité de réduction directe d'une capacité de 2,5 millions de tonnes. Nous envisageons donc d'atteindre les capacités de production d'ici la fin de l'année qui est de 2,5 millions de tonnes. Et c'est à partir du port de Djindjin que la matière première est acheminée. Ce port représente la plaque tournante de l'activité de ce géant de la sidérurgie. Le transfert des matières premières réceptionnées au niveau du quai, ce quai-là, donc sont transférées pour le complexe sidérurgique à travers une voie ferrée, moyennant un train vraquier, un train minéralier plutôt, avec une capacité journalière comme objectif de 12 000 tonnes. Pour les importations de la matière première, qui est la pellette de fer, nous avons une moyenne de 3,5 millions de tonnes par année. Cette matière première, si on pourrait dire, c'est la partie ou bien la matière la plus importante pour le fonctionnement de nos unités de production. Ici, une gamme de produits est fabriquée allant du rang à béton au fil machine pour répondre aux besoins du marché local. Une partie est également destinée à l'exportation. Notre production est destinée à 60% est vendue sur le marché national local et nous exportons l'excédent qui est à peu près de 40%. Nous avons pu, malgré les difficultés du marché international, donc placer nos produits dans plus de 30 pays. Pour 2024, l'exercice en cours, nous sommes bien partis pour un programme d'exportation très ambitieux qui va dépasser les 800 000 tonnes de produits sidérurgiques, donc qui varie entre rang à béton, fil machine et aussi en billets. 2900 employés, essentiellement une main-d'œuvre locale, font tourner ce complexe. L'ouverture de l'usine à Jijel était une bonne opportunité pour nous en tant que jeunes de la région. J'ai intégré l'entreprise en 2016 et pendant toute cette période, j'ai pu m'épanouir professionnellement. Exemple édifiant du partenariat gagnant-gagnant entre l'Algérie et le Qatar, ce complexe devrait prochainement bénéficier d'un projet d'extension. De quoi revoir à la hausse ses capacités. Très attendue, l'entrée en production de la mine de Garadjbilet permettra de l'alimenter en matières premières et de s'affranchir des importations. Par ailleurs, et afin de réaliser une véritable industrie mécanique et de donner un fort élan au secteur industriel, notamment l'industrie automobile en Algérie, l'Algérie a relevé le défi en créant une fonderie pour la production de pièces détachées pour camions et remorques dans la wilaya de Msila. L'usine a obtenu l'autorisation finale d'exploitation bénéficiant des mesures de levée d'obstacles et des restrictions sur les projets d'investissement. Reportage Shahrazadi Noun, commentaire Malika Bellal. Avec un investissement de 173 millions de dinars et une capacité de production atteignant 48 000 tonnes par an, le premier complexe industriel spécialisé dans la production de pièces de rechange pour camions et remorques dans la commune de Mgra Amsila est un véritable acquis pour la wilaya et pour l'économie nationale.
Le complexe comprend plusieurs spécialités. La partie importante est la fonderie. La matière première est disponible ici en Algérie avec un taux d'intégration atteignant environ 75 à 80%. En tant qu'ingénieur diplômé de l'université algérienne, technicien de laboratoire et ouvrier avons participé à l'installation de différentes machines que vous voyez devant vous. Nous nous trouvons au niveau de l'unité de moulage où nous façonnons le moule dans lequel nous coulerons le métal. L'usine utilise les dernières technologies dans sa production. Elle mise sur des compétences nationales et valorise les ressources humaines en transférant la technologie et le savoir-faire des partenaires étrangers. Nous avons bénéficié de l'expertise étrangère en matière d'installation et des étapes de production chinoises, allemandes et turques. La production de pièces détachées locales est ainsi 100% conforme aux normes mondiales dans cette usine. Cette usine est l'une des industries stratégiques en Algérie. Elle jouera un rôle majeur dans l'essor de l'économie nationale et contribuera à absorber le taux de chômage au niveau de la wilaya de Msila et particulièrement dans les zones éloignées comme Magra et toutes les communes voisines. Il faut savoir que cet investisseur a déjà commencé le processus de formation en coopération avec le centre de formation professionnelle de la région. La production est actuellement dans sa dernière phase expérimentale avant de commencer la commercialisation après avoir obtenu toutes les autorisations nécessaires. Nous aspirons à décrocher des marchés, notamment avec de grandes entreprises. Nous sommes capables de gérer de grandes commandes et de traiter avec plusieurs entreprises. L'usine constitue une véritable valeur ajoutée. Elle renforcera la position des industries mécaniques grâce à des produits algériens répondant aux normes internationales, ce qui donnera un fort élan au secteur industriel, notamment à l'industrie automobile en Algérie. Et en Algérie se tiendra le 7 septembre prochain les présidentielles et justement en prévision de cet important événement, le consulat général d'Algérie à Paris regroupe plus de 7 départements. C'est dire le nombre important de nos ressortissants qui affluent sur cette institution consulaire, surtout en cette période d'inscription aux listes électorales ouverte le 12 juin dernier et qui se poursuit jusqu'au 27 du même mois. Prenons en compte et en considération cet important flux prévu en prévision de cette opération. Les services consulaires ont mis en place un dispositif à même de faciliter et fluidifier les inscriptions. De Paris, correspondance à Fabelouchette. Avec ses plus de 155 000 immatriculés étalés sur 7 départements, c'est l'un des plus importants postes consulaires algériens dans le monde. Pour autant, l'ambiance y est plutôt calme et sereine, une image qui contraste avec celle du consulat général à Paris dans le passé, habituellement bondé à la veille de la saison estivale. Et pour cause, voilà des mois que ces équipes conduites par le consul général assurent des permanences dans les départements les plus reculés, en février à Orléans, en mars et avril à Blois et en l'Indre-et-Loire, la semaine dernière à Tours. Ce travail de longue haleine réalisé à l'aide du tissu associatif a transformé les services consulaires en une véritable fête de retrouvailles entre Algériens. Donc c'est la 3e édition de la venue du consul général et de tous les agents du consulat pour établir non seulement des passeports, des cartes consulaires. Nous sommes très fiers. Merci beaucoup de vous être déplacés jusqu'à Orléans. Ça nous a beaucoup facilité les choses. Ça nous évite beaucoup de déplacements, surtout à Paris. Mais ce n'est pas le seul secret de l'amélioration du climat d'accueil de nos ressortissants. Les mesures de facilitation de voyage en Algérie, décidées par le président de la République, y ont largement contribué, facilitant également le travail du corps consulaire, qui est appelé à une très grande mission, assurer le bon déroulement du scrutin de septembre prochain, à commencer par l'information des modalités d'inscription sur les listes électorales. Pour les ressortissants qui sont déjà inscrits sur la liste électorale, ils sont invités à se rapprocher des services de consulat général afin de mettre à jour leurs données en ce qui concerne un changement d'adresse, un justificatif de domicile. Ils peuvent le faire sur place ou bien ils peuvent envoyer un formulaire sur notre site internet ou bien par courrier. Donc ils ont 3 possibilités. La démarche est plutôt simple et certains s'y sont déjà pris dès les premiers jours. En tant que citoyenne algérienne, c'est pour accomplir mon devoir d'algérienne, même si je suis à l'étranger. Et qu'en pensent les ressortissants croisés? Sont-ils informés? Se sentent-ils concernés? Ah oui,
Non, j'étais pas au courant. C'est vrai? Voilà. Est-ce que ça vous intéresse ou pas? Bien sûr. Vous êtes au courant qu'on a des présidentielles aussi ou pas? Oui, mais je sais pas quand. Ah, et vous? Absolument pas. Et vous êtes intéressé par la vie politique en Algérie? Bien sûr, tout à fait, ça reste mon pays d'origine. Bien sûr, Non, ouais, le consulat a un rôle à jouer à ce niveau-là. Bien sûr, bien sûr. Les Algériens quand même. On est inscrit sur les listes, mais je vais m'informer aussi par rapport aux idées de chacun. Le consulat général a en effet démarré une campagne d'information via son site internet et à travers un affichage administratif en attendant ceux réglementés par l'ANI, tandis que l'ensemble des agents ont été formés pour répondre aux éventuelles questions d'ordre organisationnel afin d'informer le plus large public possible. Alors que les inscriptions sont en cours, l'une des tranches d'âge les plus visées est celle des primo-votants. Si cette personne va avoir 18 ans le jour du scrutin, 18 ans révolus le 7 septembre, elle va avoir le droit de s'inscrire sur la liste électorale. Toutes les informations concernant votre inscription sur les listes électorales sont disponibles sur les sites de vos consulats. Mais n'oubliez pas, il ne suffit pas d'être algérien pour voter le jour J, car seuls les Algériens inscrits sur les listes électorales pourront bénéficier de ce droit. Alors, à vos inscriptions. Et pour ceux et celles qui ne sont pas encore inscrits, ils peuvent le faire jusqu'au 27 juin. Et rappelez-vous, si autrefois elles étaient soigneusement gardées pour faire office d'assises ou d'accessoires de décor, aujourd'hui elles sont jetées malheureusement dans des sacs à poubelle. Mais savons-nous quel est leur impact économique? Rien qu'en 2023, l'exportation des peaux de mouton rapportée aux caisses de l'État, plus de 1,5 million d'euros. Notre journaliste Raouf Hamouch s'est rapproché de l'ACED, ou l'Algérien des cuirs et de ses dérivés, pour en savoir davantage sur le devenir de ces peaux de mouton après le sacrifice. Regardez le reportage. Chaque année, près d'1 million de peaux de mouton sont collectées en Algérie pendant les fêtes de Eid al-Adha. Mais quel est le sort de ces peaux? Nous sommes ici au niveau de l'unité de l'Algérien des cuirs et de ses dérivés, l'ACED. Une fois collectées, ces peaux de mouton sont stockées pour être transformées. On reçoit la matière première ici, en ce magasin, dont on fait le tri. D'abord, on écarte tout ce qui est rejeté, c'est un retour vers l'Égypte. L'autre, on va le trier suivant les 3 caractères. Pour le mouton, on fait de 15 500 pièces jusqu'à 2000 pièces jour. Chaque étape est importante et minutieusement accomplie pour l'obtention d'un cuir de haute qualité. L'opération se fait au niveau de 6 ateliers depuis leur état brut jusqu'à leur commercialisation. Là, on est dans l'atelier qui s'appelle Rivière. On utilise beaucoup d'eau pour le lavage et la conservation jusqu'au lendemain. Elle doit rester 24 heures dans l'eau. Après l'opération de séchage, elle subit certaines opérations mécaniques. On va la renvoyer au cadrage. Après le cadrage, il sera bien cadré, échantillonné. Ensuite, on va l'envoyer sur les pistolets. C'est-à-dire, après ça, le produit il est fini et destiné pour la vente. Collecter ces peaux de mouton, un geste simple qui pourrait rapporter des millions d'euros, notamment grâce à l'export. Il y a des peaux qui vont partir en export du 1 jusqu'au 8. C'est des peaux classées pour l'export. Après avoir conquis le marché national, l'ACED est parvenu à s'imposer sur le marché international, comme l'Italie, centre mondial des cuirs à la faveur de la qualité de ses produits. L'année passée, on a exporté pour 1,5 million d'euros. Donc, c'est pendant le premier semestre 2023. Nous sommes en contact avec une firme turque. C'est pour une exportation de... Donc, d'après leurs besoins, c'est 2 conteneurs par semaine. Cependant, la collecte des peaux de moutons et autres bêtes sacrifiées durant la fête de l'Eid al-Adha reste aléatoire. Cette année, pas question de passer à côté. Cette année, donc, on a, avec des orientations du ministère de l'Industrie, on a changé de méthode. Donc, on a signé des conventions avec des centres d'enfouissement technique, avec des prix bien étudiés. Donc, on aura à acheter la peau au lieu de la jeter dans la nature. Donc, c'est gagnant-gagnant.
Avec une capacité de traitement de 500 000 pots par an, 40% de la production de cette unité est destinée à l'exportation. Le reste est acheminé vers plusieurs wilayas du pays pour la consommation locale. Par ailleurs, le nouveau stade de Douala à Alger, Chahid Ali Amardi Ali Lapointe, a abrité hier pour la première fois un match test de la catégorie réserve entre le Mouloudia Club d'Alger et le MC Oran, qui s'est soldé avec par un but à 0 au profit de MCA à l'occasion de la 30e et dernière journée du championnat. Cette rencontre a servi de match test pour le tout nouveau stade de Douala en attendant son inauguration officielle qui devrait intervenir avant le début de la prochaine saison footballistique 2024-2025. Rappelons que cette nouvelle infrastructure sportive d'une capacité de 40 000 places a été attribuée au Mouloudia Club d'Alger selon un décret présidentiel. Et le Mouloudia Club d'Alger a reçu hier le bouclier du championnat d'Algérie de Ligue 1 football 2023-2024 à l'issue du match face au MC Oran qui s'est terminé avec 3-2 disputé au stade Nelson Mandela de Berrari à Alger, comptant pour la 30e et dernière journée de la compétition. Plus de précisions de cette dernière journée avec Sidi Ahmed Bouraïb. « 14 ans après, le Mouloudia d'Alger, de nouveau champion d'Algérie. Auteur d'une saison quasi parfaite, le doyen qui n'a concédé que 3 défaites en 30 matchs a mis fin au suspense à l'issue de la 26e journée et qui plus est, face au Rivalus Mist et dans un stade du 5 juillet archi-comble. Le Mouloudia termine aussi en tant que meilleure attaque du championnat. Derrière, la course à la Ligue des Champions était rude et s'est jouée jusqu'aux ultimes minutes. Et c'est le Chebab de Belouizdad qui remporte la mise grâce à sa victoire sur le terrain de la JS Saoura par 2-1. Conjugué à la défaite du CS Constantine à domicile face à l'Entente de Sétif. Le CSC se contentera de la Coupe de la CAF en compagnie de l'USM Alger qui aura attendu la 86e minute et un but de Ateba face à Magra pour décrocher une précieuse victoire. En bas du tableau, c'est l'US Ben Aknoun qui accompagnera l'US Souf en Ligue 2. Les Algérois étaient condamnés à la victoire sur le terrain du MC El Bayad pour espérer se maintenir. Un infime espoir qui s'envolera suite à la défaite par 1-0. Le championnat étant officiellement achevé, les regards se tourneront désormais vers le dernier match de la saison, la finale de la Coupe d'Algérie, entre le Mouloudia d'Alger et le Chebab de Belouizdad. Voilà qui termine ce journal préparé par Salim Ben Saïdi et Adel Bouhamez. C'est réalisé par Youssef Hatem. L'information revient à 19h et tout de suite les nouvelles du ciel de Mini Abed. À tout à l'heure.